Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide à Washington. Très content de vous accompagner dans Le Monde aujourd'hui. Les titres que nous allons développer ce soir. Joe Biden soutient depuis longtemps qu'il est le candidat démocrate le plus à même de faire face à Donald Trump en novembre prochain. Je sais que j'ai été critiqué par de très bons adversaires qui affirment que je suis naïf de vouloir unir le pays. Mais si nous ne parvenons pas à unir le pays, nous ne pouvons pas nous en sortir. Cela ne peut pas marcher dans notre système. Biden continue d'être en tête dans les sondages nationaux, mais il va devoir faire face à de sérieux défis dans les États à vote anticipé, comme l'Iowa et le New Hampshire. Plusieurs candidats démocrates souhaitent le détrôner. Si nous voulons stimuler l'économie, si nous voulons que l'économie soit florissante, nous devons la faire croître en investissant dans notre peuple. Remettons l'argent dans les mains du peuple et non celles des milliardaires. Warren a progressé dans les sondages tout le long de l'année, mais ces derniers temps, elle semble s'essouffler. Quant au maire Pete Buttigieg, ces dernières semaines, il est sur une bonne lancée dans les États à vote anticipé. Nous pouvons galvaniser et non polariser une majorité d'Américains qui est prête à mener à bien des grandes réformes et des grandes idées, des choses que nous n'avons pas cru être possibles depuis des décennies. C'est possible si nous arrivons à maintenir cette majorité ensemble sans diviser ni polariser. Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, qui cible souvent Trump lors de ses rassemblements électoraux, fait partie des 3 premiers dans le camp démocrate. Notre campagne est exactement le contraire de ce que Trump essaie de faire. Il essaie de nous diviser. Nous rassemblons notre peuple, chacun de nous, autour d'un programme qui bénéficierait à tout le peuple américain. L'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, est entré tardivement dans la course, mais il a déjà atteint des résultats positifs dans les récents sondages après avoir dépensé des millions de dollars en pubs télévisées. En France, les manifestants ont enfilé leurs gilets jaunes, exigeant un meilleur salaire et l'arrêt de la hausse des prix. Au Soudan, le peuple a renversé le régime après 40 années de règne d'un dictateur qualifié de génocidaire. En Haïti, ils ont réclamé la démission du président et la poursuite de fonctionnaires corrompus. À Hong Kong, les manifestants ont commencé à tenir tête aux autorités chinoises au sujet d'une loi d'extradition. Ils ont ensuite élargi leurs revendications pour inclure plus de démocratie dans la gestion publique. L'ancienne génération n'a pas réussi à faire face à la plus grande crise que l'humanité ait jamais connue. Même les écoliers sont descendus dans la rue pour exiger des adultes un meilleur entretien de la planète, notamment dans des pays comme l'Irak, le Liban et l'Équateur. En Iran comme ailleurs, des citoyens ont tapé du poing sur la table, réclamant un changement dans la gestion des affaires publiques. Le secrétaire général de l'ONU a appelé à cet effet les gouvernements à écouter les préoccupations de leur peuple. Il est clair qu'il existe un déficit croissant de confiance entre les personnes et les institutions politiques et des menaces grandissantes contre le contrat social. Le monde lutte également contre les effets de la mondialisation et des nouvelles technologies qui ont accru les inégalités au sein des sociétés. Certains gouvernements ont essayé de répondre aux revendications, tandis que d'autres utilisent la force pour se maintenir au pouvoir. En Irak et en Iran, par exemple, des centaines de manifestants ont été tués par les forces de sécurité alors qu'ils manifestaient pacifiquement. Par contre, en France, au Chili, en Équateur, en Bolivie et à Hong Kong, d'autres ont vandalisé et pillé. Ils ont le droit de manifester pacifiquement. Malheureusement, les gouvernements ont souvent eu recours à une force excessive, arrêtant des personnes arbitrairement. Parfois même, ils les tuent, les assassinent. C'est illégal.
Les autorités responsables des décisions et des meurtres doivent répondre de leurs actes. Aussi, les manifestants ont l'obligation de se comporter de manière responsable. Un élément que toutes les protestations ont en commun, c'est un changement d'attitude. La principale chose que nous observons dans beaucoup de ces endroits est la rupture de la barrière de la peur. Les gens n'ont plus peur de sortir dans la rue et de critiquer ces politiciens, ce qui dans le passé était tabou. Dans de nombreux cas, selon M. Dewashi, ce sont les politiciens qui craignent désormais le pouvoir du peuple. Une grande partie de ce pouvoir provient de l'organisation par le biais des médias sociaux, qui est à la fois un outil puissant et une vulnérabilité. Les gouvernements ont réalisé que les coupures d'Internet sont un excellent moyen de fragiliser l'organisation des manifestants. Mais nous voyons bien qu'ils se réorganisent. Vous ne pouvez pas les empêcher. À l'approche de 2020, rien n'indique que ces mouvements de protestation, alimentés principalement par les médias sociaux, vont ralentir. Dans la ville de Yambio, certains suspects ont attendu des années sans procès. Aujourd'hui, les jugements ont repris grâce à des tribunaux mobiles initiés par la mission des Nations Unies au Soudan du Sud et le programme des Nations Unies pour le développement. Dans une salle d'audience, un suspect a été conduit devant le juge pour y être entendu. Un soulagement pour Richard Nimeri qui espère obtenir justice pour sa plainte dans les jours à venir. Mon dossier dure depuis environ 3 ans, mais je suis heureux que nous ayons maintenant un magistrat de Djouba. Parfois, un retard dans la justice peut causer des choses terribles. Les gens commenceront à se venger. Donc, je suis très reconnaissant envers la MINUS et le gouvernement de nous avoir donné un juge pour résoudre nos problèmes. La principale raison de la suspension des procès était due à l'absence de juge qui avait fui la région depuis le début du conflit en 2016. Angelo Daniel avait l'habitude de juger des cas à Yambio avant le conflit. Il a déménagé à Djouba, la capitale du pays, mais est maintenant de retour parmi les juges qui ont lancé les tribunaux mobiles. Nous avons commencé aujourd'hui avec 3 cas, dont un cas de viol et un cas de vol. Ce fut une journée très fructueuse. Les tribunaux mobiles comptent se déployer dans les régions très reculées du pays afin de rendre justice partout. Le système judiciaire a été quasiment absent depuis des décennies. Une partie du mandat de la MINUS pour protéger les civils consiste à garantir la responsabilité imputée aux auteurs de crimes graves, y compris les violences sexuelles et sexistes, notamment celles liées au conflit. Ainsi, l'une des choses que la MINUS et le PNUD ont essayé de faire fut de soutenir ce type de tribunaux mobiles afin de garantir l'accès à la justice en faveur des personnes les plus vulnérables. La guerre civile au Soudan du Sud a fait près de 400 000 morts depuis 2013 et des combattants de tous bords ont commis de graves violations des droits de l'homme. Un planning qui s'annonce chargé pour les tribunaux mobiles qui comptent juger la plupart des cas de viol, de meurtre et de vol d'ici la fin de l'année. Bonsoir à tous. C'est le match du jour le plus suivi au monde avec 650 millions de téléspectateurs. Le classico espagnol entre le FC Barcelone et le Real Madrid en est à sa mi-temps au Camp Nou en Catalogne. Le score est de 0 but partout. Et pour rappel, ce match en retard de la Liga devait se jouer le 26 octobre, mais a été reporté à ce jour en raison des manifestations en Catalogne. N'empêche, des centaines de Catalans indépendantistes ont coupé la circulation aux portes du stade. Ce classico pourrait décider du leader incontesté du championnat entre les deux géants du football espagnol, 35 points chacun. Et puis, la bonne nouvelle, Hakim Ziyech, élu sportif de l'année 2019 aux Pays-Bas. L'international marocain a été sacré lors d'une soirée organisée par la ville d'Amsterdam. Hakim Ziyech a marqué l'histoire du football néerlandais grâce à une superbe saison avec l'Ajax. Il a inscrit 21 buts en championnat et Ligue des champions avec 13 passes décisives. Le Marocain n'était pas présent pour recevoir son prix, mais a pu compter sur son entraîneur Erik ten Hag pour louer ses qualités. Je compare toujours Ziyech à un artiste, comment il frappe le ballon, comment il trouve ses partenaires devant le but. C'est beau à voir, il mérite ce prix, a déclaré Hag. Ici, aux États-Unis, la ville de Charlotte deviendra dès 2021 la 30e franchise du championnat nord-américain de football. L'équipe jouera au Bank of America Stadium, 75 000 places.
En pleine expansion depuis sa création en 1996 avec 10 franchises originelles, eh bien la MLS s'est disputée à 24 formations cette année, un championnat remporté par les Seattle Sounders, l'Inter Miami CF, copropriété de David Beckham, et le Nashville SC la feront passer à 26 dès le 29 février, date du coup d'envoi de la saison 2020. Voilà, on s'arrête ici pour les sports, on se retrouve demain. Ces arbres, appelés Prosopis juliflora, sont désignés comme des herbes indésirables en raison de leur nature envahissante et des dommages qu'ils causent au pâturage du bétail dans cette région aride. Là où cet arbre pousse, il éradique tous les autres. Il pousse seul. C'est le plus gros problème. Les racines poussent profondément dans le sol et s'étendent largement, et il est difficile de voir les autres arbres pousser. Planté ici pour la première fois il y a environ 50 ans, le Prosopis juliflora s'est rapidement propagé. Il est vite devenu source de conflits entre la population locale et les 150 000 réfugiés du fait de la rareté des ressources. Nous avons vu qu'il y avait un problème avec les réfugiés et la communauté d'accueil locale. La plupart du temps, des conflits surviennent quand ils vont dans la brousse et trouvent du bois de chauffage. Il y a toujours un conflit. Grâce à une coopérative, les habitants transforment cette mauvaise herbe en briquettes de charbon de bois. Le programme s'avère à la fois respectueux de l'environnement et permet d'éviter les conflits habituels entre communautés. Ils deviennent clients et producteurs. La communauté d'accueil coupe les prosopis et les vend à la coopérative des réfugiés. La coopérative récupère des prosopis puis les traite dans ce centre. Les consommateurs de cette énergie locale apprécient ces briquettes de charbon de bois qui brûlent plus longtemps. Je commence à l'utiliser à partir de 14 heures et il brûlera jusqu'à 19 heures. En 3 heures, je suis capable de faire du thé et le souper. Après 1 heure, la briquette brûle encore et je peux réchauffer la nourriture avec. De quoi faire du Prosopis juliflora une plante qui unit désormais au lieu de diviser. C'était Jacques Aristide à Washington. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci, à demain.